tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit point lecture. Je ne vous ai pas encore fait mon bilan des lectures de juin, même si on est fin juillet, mais je vais vous le faire dès maintenant. Alors j'ai lu 10 livres en juin, dont 2 dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, les 2 livres que je vous recommande qui parlent d'écologie. Donc je ne vais pas vous en reparler aujourd'hui, je ne vais quand même pas vous faire ça. Et je vais vous parler des 8 autres livres qui sont tous des romans. Alors j'ai dû aller voir le résumé de chacun d'eux parce que franchement je me souvenais pas, la plupart je me souvenais même pas des résumés, donc voilà. En même temps ça fait plus d'1 mois, ça fait presque 2 mois pour certains, donc c'est normal. Je lis beaucoup, donc forcément je peux pas garder tous les résumés en tête. Donc le premier livre dont je veux vous parler s'appelle Les beignets d'Oscar. J'ai même plus le nom de l'auteur, je ne l'ai pas noté, mais bon, je vous mettrai la photo comme ça vous verrez, c'est un auteur italien. Donc dans ce livre-là, on suit Lucio. Lucio, on apprend dès le départ qu'il a trompé sa femme et que sa femme l'a découvert. Et du coup, elle l'a un petit peu mis à la porte. Et peu de temps après, il découvre qu'il est malade. Ça fait très longtemps en fait qu'il est malade, mais il n'osait pas aller chez le médecin, il repoussait tout le temps. Et quand il se décide à y aller, il apprend qu'il est condamné et qu'il lui reste très peu de temps à vivre, on va dire à peu près 3 mois. Et du coup, dans ce livre, on va suivre, c'est un peu comme un journal, il va nous raconter ce qu'il fait pendant ces 3 derniers mois, comment il va essayer de reconquérir sa femme, c'est vraiment son but premier, parce que il l'a trompée une seule fois et il veut pas qu'elle reste sur cette note-là parce que c'était son grand amour. Et donc on va voir ses péripéties, ses aventures, comment va se finir sa vie également. Donc j'ai trouvé ce livre assez intéressant parce qu'il est du point de vue du malade, de la personne qui va mourir, sachant que c'est une personne assez drôle, bonne vivante. Donc franchement c'était assez sympa. Et puis en plus comme ça se passe en Italie, on voyage un petit peu en même temps. Ensuite, j'ai lu Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée de Charlotte Léman. Alors ça c'est une lecture qui se fait assez vite mais dont je ne l'ai pas appréciée vraiment. On est avec Clémence, elle a 43 ans. Pareil, elle découvre que son mari la trompe. Ça fait quand même beaucoup de femmes trompées. Et au lieu d'essayer de se faire pardonner, son mari lui dit bah ouais c'est comme ça et je te quitte. Et voilà, pour une femme beaucoup plus jeune, qui a presque l'âge d'être sa fille. Mais c'est pas le pire en fait, parce que même s'ils se séparent, ils veulent ils veulent tous les deux vendre l'appartement, surtout lui, pour en acheter un nouveau avec sa nouvelle compagne. Et par contre, ils doivent cohabiter tous les deux jusqu'à la vente de cet appartement. Et pour Clémence, c'est vraiment... oui, c'est bien Clémence. Pour Clémence, c'est vraiment un cauchemar au quotidien de vivre avec lui. C'est devenu quelqu'un d'hyper agressif, méchant, qui la rabaisse sans arrêt. Voilà, ça colle pas du tout avec le personnage qu'on nous décrit dans les 2-3 premières pages. Elle a l'air plutôt de quelqu'un d'indifférent, mais pas forcément de méchant. Mais à partir du moment où elle découvre qu'il l'a trompée, il devient mais vraiment un mec odieux, mais vraiment odieux. C'était vraiment très désagréable à lire parce que forcément on se met à la place de Clémence, c'est pas c'est pas joli quoi. On a l'impression que c'est une femme très douce, très gentille, qui a toujours été à l'écoute de son fils, de son mari, tout en travaillant et tout ça. Et à 43 ans, à un moment où elle pensait que voilà, elle vivait une vie tranquille et que ça allait continuer comme ça pendant très longtemps, voilà, elle tombe de haut et en plus elle doit supporter ce mec qui est imbuvable. Et donc voilà, on va avoir la vie de Clémence, comment elle va gérer cette cohabitation, comment elle va essayer de se reconstruire. Donc forcément c'est un feel good, ça se finit bien, mais franchement on va dire la moitié voire les 3/4 c'est quand même assez dérangeant je trouve. En tout cas moi c'est pas le genre de lecture que j'apprécie. Ensuite, j'ai lu Psychopompe d'Amélie Nothomb, donc c'est son dernier paru, en tout cas au moment où moi je le lisais, parce que voilà, on en était souvent à la rentrée littéraire de l'Alba Michel, il y a toujours un Amélie Nothomb, donc je pense qu'il y a un nouveau qui va sortir le mois prochain. Mais en tout cas, au moment où moi je l'ai lu, c'était le dernier sorti en date.
Et comme la plupart de ses romans, c'est un roman plutôt autobiographique où elle nous parle beaucoup de sa passion pour les oiseaux, comment ça a débuté, comment ça l'a suivi toute sa vie. Et donc elle s'identifie beaucoup aux oiseaux, elle trouve beaucoup de similitudes entre elle et les oiseaux. Et on va aussi beaucoup parler de la mort, pas de la vie après la mort, mais de son... comment dire ça? Du fait qu'elle a l'impression, enfin en tout cas elle nous dit qu'elle arrive à dialoguer ou en tout cas à avoir pas des conversations mais des échanges de pensées avec des personnes qui sont mortes, notamment son père. Donc voilà, donc c'est quand même assez intéressant, c'est très court, ça se lit très vite. Je m'attendais en fait, je pensais toute une histoire, je me dis ah ça va être trop compliqué pour moi et tout ça, c'est du Amélie Nothomb. En fait c'est très accessible, c'est pas du tout pompeux, c'est très facile à lire. Je trouve ça même beaucoup plus agréable à lire que de l'entendre dans les interviews, sur les plateaux télé et tout ça. Quand je la vois, je n'aime pas du tout le personnage qu'on voit en tout cas en télé. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé sa manière d'écrire, donc j'en dirai d'autres, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai lu La Princesse des Glaces, qui est un tome 1 d'une saga de thriller, enfin de polar nordique. Donc c'est un polar qui se passe en Suède, on suit, comment elle s'appelle, Erika je crois. Elle est autrice de biographie dans une petite ville en Suède. Et elle est dans la maison de ses parents qui sont décédés peu de temps avant d'un accident, quelques semaines avant. Et donc elle doit s'occuper de vider la maison de ses parents, ce qui est une chose très compliquée. Et pendant qu'elle est dans sa maison de famille, à quelques maisons de là, elle retrouve son amie d'enfance. Elle s'était perdue de vue, mais son amie d'enfance, assassinée dans une baignoire. Elle baigne dans son sang glacé. Et du coup, vu que c'est la première à être sur le lieu, enfin plutôt la deuxième, mais bon, une des premières, et du coup, elle va être interrogée par la police. Et comme elle connaît la famille, elle va discuter avec la famille. Et de fil en aiguille, elle va se retrouver à poser des questions à la famille, à enquêter un petit peu de son côté. Et du côté des policiers, elle va se rendre compte qu'un de ses anciens amis d'enfance est devenu policier et du coup ils vont se rapprocher et ils vont faire un petit peu équipe ensemble pour finalement élucider ce meurtre. Donc j'ai beaucoup aimé, alors c'est un tome 1, ça se sent parce qu'on nous parle beaucoup des personnages, notamment d'Erika et du policier. On sait qu'il va y avoir quelque chose par la suite, c'est sûr. On nous parle aussi beaucoup de la petite sœur d'Erika, ça occupe une bonne partie du roman, donc je sais qu'on va en reparler aussi dans les suivants, c'est sûr et certain. Donc il y a quand même cette enquête autour de cette jeune femme qui est assassinée, mais il y a beaucoup de choses autour. Il y a quand même quelques longueurs, je ne sais plus, il doit faire à peu près 400-500 pages je pense, je ne me souviens plus trop, je ne l'ai pas noté. Il y a quelques longueurs, mais l'enquête est intéressante et surtout j'ai beaucoup aimé le personnage d'Erika et aussi du policier, donc voilà, je sais que je vais lire la suite, j'ai hâte de voir comment va évoluer cette petite ville, ce qui va se passer et tout ça. Ensuite j'ai lu La Danse du Temps d'Anne Tyler. Pareil, c'est un livre quand même assez court où encore une fois j'ai pas apprécié à 100%, il y avait des trucs sympas, ça pousse à la réflexion, mais c'était pas si chouette que ça parce qu'en fait on suit la vie de Willa. On commence à la suivre alors qu'elle a 11 ans. Elle vit avec ses parents, son père a l'air d'être un professeur très calme, très posé. En revanche, sa mère a l'air d'avoir des troubles psychologiques. Elle fait des grosses colères, elle peut s'enfuir de la maison pendant plusieurs jours et ne pas donner signe de vie ni à son mari ni à ses filles. Et du coup, Willa se retrouve régulièrement à seulement 11 ans à devoir s'occuper de sa petite sœur parce que sa mère a piqué une colère, elle est partie, ils ne savent pas si elle va revenir ou pas. Et du coup, ça a un petit peu traumatisé Willa, qui se dit à 11 ans qu'elle ne sera jamais comme sa mère, qu'elle ne fera pas de colère, qu'elle sera toujours quelqu'un de posé, qui ne fera pas des choses irréfléchies. Et en fait, cette promesse qu'elle se fait à 11 ans, ça va l'emmener sur des chemins qui ne sont pas forcément, on va pas dire qu'ils ne sont pas forcément les meilleurs, mais c'est pas ce qu'on avait envie pour elle, parce qu'après on la retrouve 10 ans plus tard, à 21 ans,
où elle va avoir une demande en mariage et en fait on s'attendrait à ce qu'elle dise non et elle va dire oui, ce qui nous paraît pas du tout logique et du coup ça va l'emmener dans un mariage et on la retrouve 20 ans plus tard après où il se passe quelque chose de dramatique et qui dépend en fait de sa décision d'il y a 20 ans auparavant et après 41 ans on passe à 61 ans et à 61 ans il se passe encore quelque chose et là elle prend une décision pour la première fois de sa vie, elle décide de décider par elle-même et non pas de suivre le chemin que quelqu'un a décidé pour elle. Donc c'est quand même assez long pour que il se passe quelque chose, c'est assez plat pendant tout le roman et même à la fin, on n'est même pas sûr en fait qu'à 61 ans elle prenne vraiment une décision parce que c'est quand même, la fin est quand même assez ouverte, c'est pas explicite du tout. Moi j'ai pas forcément l'impression, contrairement au résumé qui est fait, j'ai pas spécialement l'impression qu'à 61 ans elle change vraiment. Donc voilà, ça n'a pas été une super lecture, j'ai trouvé ça dommage en fait. Voilà, j'ai trouvé que le Willa va un petit peu gâché sa vie, donc je trouvais ça un peu dommage. Ensuite, j'ai lu un second livre de Michel Bussy. Cette fois, il s'agissait de Sans famille. C'est mon deuxième de l'auteur et j'aime vraiment beaucoup l'univers et la plume de cet auteur. Donc là, on est sur une île imaginaire qui pourrait très bien exister. C'est une île normande, donc au nord de la France. Il y a plein d'îles entre la France et entre la Normandie et l'Angleterre. Donc c'est une petite île qui se retrouve là, une île totalement imaginée par Michel Bussy. Une île où il y a pas mal de touristes, où il y a un camp de jeunes par exemple, c'est une petite ville touristique. Et il y a aussi une ancienne citadelle qui a été reconvertie en prison. Et dans ce livre, on va avoir deux histoires qui se croisent. On va suivre Colin qui a 16 ans, qui est orphelin, qui est élevé par son oncle et sa tante. Et à l'aube de ses 16 ans, il se pose des questions sur la vérité sur ses parents. Et du coup, il décide de retourner sur l'île justement de Mornezet. Ouais, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Où il a vécu jusqu'à ses 6 ans avec ses parents. Et donc il va décider de retourner sur cette île pour enquêter, pour savoir vraiment ce qui s'est passé quand il était petit. Et au même moment où il est sur cette île, il y a 2 dangereux prisonniers qui s'évadent justement de la citadelle. Et du coup il y a une course-poursuite. Et en fait on va découvrir petit à petit que les deux enquêtes que les deux affaires sont liées. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Il y a une histoire de chasse au trésor, il y a des personnages très attachants, qui sont plutôt bienveillants. Il y a quelques personnages qu'on peut trouver un peu naïfs, mais c'est ça qui fait du bien aussi, même si on a une histoire assez sombre dans le fond. Il y a quand même pas mal de choses qui font sourire, qui sont quand même bien amenées, qui permettent de changer les idées. En plus ça se passe sur une île en été, donc voilà, c'est parfait pour se déconnecter et profiter de l'été. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Et il m'en reste 2. L'avant-dernier, il s'agit de L'odeur de la colle en peau d'Adèle Bréau. C'est pas le premier livre que je lis de cette autrice. Pareil, j'aime bien. En fait, c'est une autrice, je crois que c'est la directrice du site Terra Femina, donc qui parle beaucoup des femmes pour les femmes. D'ailleurs, sa grand-mère s'appelait Ménie Grégoire, elle avait une émission de radio dans les années 60 ou 70. C'est une des premières émissions qui parlait aux femmes et qui permettait aux femmes d'apprendre des choses sur la sexualité, sur la contraception, sur beaucoup de choses. Ça a permis vraiment d'émanciper les femmes sur ce sujet-là. Et franchement, je trouve qu'Adèle Bréau suit vraiment les pas de sa grand-mère. Parce que là, pareil, elle nous parle d'une adolescente, ensuite Caroline, qui a 13 ans. Ça se passe en 1991-1992. Et elle a 13 ans, elle emménage dans une nouvelle ville. Enfin, elle emménage à Paris alors qu'elle était en banlieue. Parce que son père veut se rapprocher de son travail. Et du coup, elle se retrouve dans un nouveau collège. À 13 ans, en pleine adolescence, c'est pas facile de se faire des nouveaux amis. Donc voilà, on va la suivre pendant cette année scolaire-là, comment elle va se faire des nouveaux amis, on va suivre son premier amour. Mais en même temps, elle se rend compte que son père, même s'il s'est rapproché de son travail, il est de plus en plus absent. Et du coup, on va assister en fait au divorce de ses parents. Et ça va avoir un impact aussi sur elle, forcément.
Donc on va suivre sa vie, voilà, que ce soit à la maison ou au collège pendant un an. Et j'ai trouvé que c'était hyper immersif. J'ai l'impression d'être retombée en enfance. Voilà, elle nous plonge vraiment dans l'ambiance des années 90 avec les émissions télé de l'époque, les marques à la mode de l'époque, la musique qu'on écoutait à l'époque. Et moi qui suis très nostalgique, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, c'était un livre assez sympa à lire. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de juin, il s'agit du manuscrit inachevé de Franck Tillier. C'était mon premier Franck Tillier. Au début, je croyais que c'était un one-shot, mais en fait, non, c'est un tome 1, c'est une trilogie. Mais c'est pas grave, c'était assez chouette et je lirai la suite. Donc là, c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'en fait, le titre de ce roman s'appelle Le manuscrit inachevé. Mais c'est le titre aussi d'un livre qui a dans le roman écrit par son personnage, qui lui-même a pour titre le manuscrit inachevé, et dans ce manuscrit inachevé il y a encore un roman avec une autrice qui s'appelle Enaël Mirror, quelque chose comme ça, mais c'est juste un nom d'emprunt. Et donc dans cette histoire de livre dans un livre, on a une autrice qui est une ancienne institutrice qui s'est reconvertie en reine du thriller, qui écrit vraiment des histoires sordides. Et cette femme-là, sa fille a disparu quand elle était adolescente 4 ans auparavant. Ils ne l'ont jamais retrouvée. Et son mari, même 4 ans après, continue de la chercher. Forcément, le couple a souffert et ils sont séparés, sans être vraiment séparés. Mais en tout cas, lui, il vit toujours en Normandie et elle passe beaucoup plus de temps à Paris. Et son mari va se faire... comment dire ? Il va être agressé, il va perdre la mémoire et du coup elle va le rejoindre pour le soutenir et puis pour prendre soin de lui. Et en même temps, on a une affaire à Grenoble. Un type en voiture ne s'arrête pas, il est pourchassé par la police, il roule trop vite, il loupe un virage, il se crache et il se tue forcément. Et dans le coffre, les policiers découvrent un corps qui n'a pas de main et on trouve des mains à côté dans le coffre séparées du corps. Et on va découvrir qu'en fait les mains ne correspondent pas aux mains du corps, donc ce sont deux corps différents. On a un corps sans main et des mains sans corps. Et du coup, il y a une enquête qui va commencer de ce côté-là à Grenoble, qui va durer un certain temps. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que à chaque fois, on allait d'indice en indice. C'était amené d'une manière très logique. Ça nous laissait le temps de nous poser plein de questions. Et on se doutait que les deux affaires étaient liées et donc on cherchait le rapport au fur et à mesure. Donc ça fait bien travailler les méninges, c'est quand même assez sympa. Et voilà, et j'ai bien aimé la fin. Alors la fin, on sait qu'il y a quelqu'un qui meurt mais on ne sait pas lequel parce qu'en fait on termine sur une bagarre à la fin. On sait qu'il y en a un qui meurt mais on ne sait pas lequel. Et donc pour ça il faut lire le tome 2, donc j'ai hâte de le lire. C'est quand même très 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 sympa. Et donc voilà, pour toutes mes lectures du mois de juin, c'était un mois assez sympa où j'avais commencé par des livres sur l'écologie. J'ai cherché, on va dire d'autres après, mais j'ai pas trouvé à la médiathèque ce que je cherchais. Donc je verrai plutôt à la rentrée, plutôt sur Vinted, je pense que ce sera plus simple. Mais donc voilà, et au mois de juin, au juillet, j'ai aussi pas mal lu. Je pense que je vous ferai bientôt le retour aussi pendant qu'ils sont encore assez frais. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, si vous en connaissez certains. Et puis à me dire aussi si vous avez lu aussi